Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Julien Malengo, qui est entrepreneur et aussi investisseur immobilier. Donc, comme d'habitude, là, on est aujourd'hui ici ensemble pour parler vraiment à fond immobilier. Et des fois, ça nous arrive, on dérive un petit peu sur l'entrepreneuriat parce que ça va de pair. Est-ce que, Julien, tu peux te présenter un petit peu et nous dire un petit peu de ton patrimoine et où est-ce que tu en es niveau immobilier à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. Ben, déjà, un grand merci, Benjamin, de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir. Pour me présenter, ben, du coup, je m'appelle Julien Malengo, j'ai 35 ans. Je suis l'heureux papa d'un petit garçon. Moi, j'étais salarié pendant 15 ans dans un grand groupe aéronautique français. Pendant 10 ans, je me suis éclaté parce que j'étais vraiment dans le système, dans le moule, etc. Puis après, j'ai compris qu'au final, ça nourrissait mon ego, mais que j'étais pas heureux. Ça me rendait pas forcément heureux et je fatiguais de la course à la promotion et au système de bien paraître par rapport aux collègues, travailler dur le soir. Voilà, faire un peu comme tout le monde, c'était plus pour moi. Moi, je voulais du temps de libre. J'avais bien compris ça. Et donc, ben, au tout début, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, comment tu fais? Parce que j'ai compris que ça ne me servait à rien de bosser pour quelqu'un d'autre pour potentiellement gagner un peu plus d'argent. Ça n'allait pas résoudre mon problème de temps. Moi, je voulais du temps pour voilà, passer du temps avec mon fils, m'occuper de lui, aller le chercher à l'école, rien de faire d'extraordinaire, mais avoir du temps. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai oublié de changer de job. Je restais bien au chaud là où j'étais. Je suis passé par diverses phases, en création d'entreprise, bourse, tu vois, le truc classique qu'on fait tous. Après, quand on comprend qu'on veut des revenus passifs et qu'on n'a pas de gros capital au départ, on oublie la bourse. L'entrepreneuriat, on se dit, ouais, je ne vais pas tout quitter pour me mettre plus en danger, travailler plus et avoir moins de confort parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai fini par trouver sur Internet les investissements immobiliers, sachant que j'ai mal commencé parce qu'en tant que bon salarié de cadre sup, ben, j'ai fait des pinèles. J'ai découvert l'ancien. Au début, j'étais un peu perdu. Il y avait plusieurs stratégies. Et après, du coup, j'ai réussi à investir massivement quand j'ai compris le système du cash flow. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'ai des revenus passifs. Je fais le job une fois. Et du coup, ça me permet de dégager du temps de libre pour vaquer à mes occupations, mes passions, à ma famille. Donc voilà, ça c'était en 2015. 2014, j'ai fait l'Épinel. Après, j'ai compris que du coup, je devais continuer à travailler pour payer l'économie d'impôt, ce qui était un comble parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Du coup, 2015, j'ai commencé à investir avec deux colocs. 2016, deux colocs. Après, je voulais avoir plus de cash flow parce que mine de rien, pour remplacer mon salaire, je voulais pas perdre en qualité de vie. Du coup, j'ai testé d'autres stratégies, la courte durée. J'en ai fait deux dans des appartes. Après, j'ai fait deux immeubles. À chaque fois, ça augmentait en termes de cash flow, mais c'était long et laborieux, avec toujours des aléas et des petits problèmes, des surprises, etc. Au final, j'ai réussi à avoir, en incluant la résidence principale, 2 millions d'encours, en fait. 2 millions d'encours pour un patrimoine de 3 millions, Ok. estimé à 3 millions. Ça me génère alors 3 millions avec la résidence principale, hein, et les deux Pinel. Donc voilà, il y a des actifs et des passifs là-dedans. En purement actif, ça génère 3 000 € de cash flow en longue durée. Donc j'ai remplacé mon salaire. Évidemment, je fais de la courte durée en fonction des moments, en fonction des biens, en fonction des situations. Voilà, ça monte, ça oscille entre 3 et 4 000 € de cash flow net. Et tout ça, finalement, en combien de temps, là, tu disais 2 millions d'encours, 3 000. Les 2 millions, je les ai fait de 2015 à 2019. Ok, donc un parcours vraiment, tu as été ultra rapide là-dessus. À ce moment-là, tu étais encore salarié, mais tu étais vraiment focus Ouais. sur l'immobilier pour pouvoir quitter ton job une fois que tu aurais remplacé Ouais, ton disons que salaire par j'étais, l'immobilier. j'arrivais à un point où, voilà, ouais, j'arrivais à un point où c'était ma priorité, c'est-à-dire que je voulais partir en fait. J'avais l'impression de perdre mon temps, même si c'était une très bonne boîte, je me suis éclaté pendant 10 ans, je j'étais plus à ma place. Les réunions, ça devenait interminable, les discussions à la machine à café, je supportais plus. Il fallait vraiment que je parte. Donc ouais, je me suis bougé les fesses pour en faire deux par an. Donc entre 2015, 16, 17, 18.
et 19. Et du coup, 2019, je suis parti. Je suis parti en rupture conventionnelle. Et finalement, dans tes différents biens que tu as fait, j'ai l'impression que tu as exploité énormément de modes d'exploitation. Tu disais que tu as fait des immeubles, tu as fait des colocs au début, après tu as fait de la courte durée. Euh, je pense qu'ils ont tous des avantages et inconvénients. À l'heure actuelle, maintenant, toi, avec l'expérience, qu'est-ce que tu recommandes le plus finalement? Et si c'était à recommencer, si on retourne en 2015, sur quoi tu serais focus dès le début? Alors, oui, ils ont tous des avantages et des inconvénients. C'est difficile à répondre à ta question. Si je retourne en 2015, qu'est-ce que je ferais? Parce que ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec les compétences que j'ai aujourd'hui et le savoir et l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais oui, j'ai touché à tout. Ce que je ne ferai plus, au début, j'étais à Toulouse, donc je me dis, j'investis à Toulouse. Tu fais vite les calculs. Acheter un appartement en courte durée, ça ne va pas rapporter beaucoup de cash flow parce que ça coûtait déjà cher à l'époque quand tu le délègues, etc. Donc, je suis parti sur la coloc. Et ben, à Toulouse, pour avoir du cash flow, il te faut de grosses colocs. Il te faut quatre chambres, quoi. Donc, j'en ai fait deux à Toulouse, mais ça dégageait 400 euros de cash flow. Donc, ce n'était pas assez. Après, je suis allé dans une ville que je connais bien, qui est Marseille aussi, qui était moins cher. Ça dégageait un petit peu plus, mais je me suis vite retrouvé avec 4 fois 4 colocataires à gérer. Donc, c'était un peu chronophage. Je ne recommande pas vraiment parce que honnêtement, 4 personnes en direct. Après, si on met, il y a peu de prestataires pour gérer des grosses colocs, ça coûte cher. En direct, ça devient vite très, très chronophage. Et au final, on fait ça pour la liberté et pour le temps de libre. Et on ne fait pas ça pour le plaisir de gérer des locataires qu'ils appellent à 22 heures le samedi soir parce que ça a disjoncté, quoi, en schématisant. Et quand tu dis que c'était chronophage, c'est qu'il y avait plein de petits trucs comme ça à gérer, comme tu viens de dire, le compteur qui saute et un peu de turnover aussi de tes locataires finalement, et du coup remplacer, tu as des lieux d'entrée, de sortie, etc. Exactement. C'est voilà, c'est faire le travail d'une agence, mais en fois 4 en fait, parce que là, il y a vraiment 4 personnes et au début, on est sympa et tu vois, enfin, les gens, ils étaient un peu plus jeunes que moi. Il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des jeunes actifs. Bon, enfin, la proximité fait qu'on parle facilement. Moi, je suis facilement accessible. Je voulais me faciliter la vie, donc j'avais créé un groupe WhatsApp où je parlais à tout le monde pour pas répéter les choses plusieurs fois, tu vois. Mais en réalité, en réalité, ils en abusent. Il n'y a plus les limites qu'il y aurait dans un cadre professionnel. Donc, plus le fait que des rotations, de l'usure, des petits dégâts qu'il peut avoir, de la casse. Il faut 2 salles de bain dès que tu as 4 personnes pour être au niveau du marché. Voilà, c'était sympa, mais dès que j'ai pu, j'en ai revendu une. En fait, pour être honnête, j'ai préféré récupérer du cash flow, enfin de la plus-value nette, plutôt que rester avec mon petit 400 euros de cash flow qui était pas intéressant. J'avais 50 000 euros de plus-value qui dormaient, je l'ai revendu. Après, j'ai fait de la courte durée. Là, c'est clair que c'était encore autre chose. Mine de rien, c'était moins chronophage en fait, parce qu'une fois que tu as mis en place le système automatique, moi, j'ai jamais été trop dans la délégation, parce que si tu délègues tout, au final, tu perds le cash flow que tu génères. Donc, j'ai toujours été dans l'automatisation et je gérais mes courtes durées à distance, si tu veux, et je déléguais en fait sur place à quelqu'un. Une fois que tu as fait ce travail-là, au final, c'est moins chronophage que ta grosse coloc parce que c'est difficilement automatisé. Le bail, tu vois, tu es obligé de le remplir, le personnaliser, le faire signer, expliquer la caution. Alors qu'en automatisant ta courte durée, mine de rien, tu y arrives un peu plus. Mais la copropriété, enfin, les voisins et tout, tu as toujours des problèmes. Donc, ça, c'était pas le kiff, honnêtement. Et moi, à la base, aussi, je fais de l'immobilier. Je ne peux pas dire que je suis passionné d'immobilier. J'aime prendre un vieux projet et le rénover, tu vois, mais je peux pas, j'ai d'autres passions que l'immobilier, quoi. Moi, je fais ça pour le temps libre et les revenus passifs. Donc là, ton studio en courte durée et tout, ce n'était pas assez efficace si je le ramène au temps à la tâche et à l'heure que j'y passe, en fait. Donc voilà, mais on y va crescendo dans l'évolution. Je ne voulais pas faire un immeuble directement. Néanmoins, quand je voyais le temps que j'y passais au final et le cash flow que ça générait, à chaque fois, tu as tendance à t'améliorer et à vouloir aller plus loin et faire mieux. Donc après, ben ouais, l'immeuble, du coup, on diversifie un peu la fiscalité, on passe en SCI. C'est sympa, ça dégage du cash flow, mais comme on achète des immeubles à la campagne au travers d'une SCI et que moi, je voulais remplacer mon salaire,
je ne sais pas si ça te parle un peu en fiscalité, j'imagine que oui, mais l'argent, il est dans la SCI en fait, il n'est pas dans ta poche, tu ne peux pas manger. Donc, c'est une stratégie qui est bien pour diversifier et pour diversifier les risques. Mais si toi, tu veux utiliser le cash pour manger, c'est un peu limité parce que si tu sors le cash de la société, du coup, tu perds fortement en rentabilité. Donc, ça, c'était bien pour diversifier les risques, mais pas optimal pour ma stratégie à moi. Je voulais remplacer mon salaire. Et après, en même temps, on a fait la résidence principale, si tu veux. Donc, dans la résidence principale, on a fait là aussi toujours beaucoup de travaux. Et cette résidence principale, en fait, elle avait un très grand terrain, une maison qui était donc sur le cadastre et une grange qui était sur le cadastre. Et là, on l'a divisé, tu vois, et on a divisé le terrain. Du coup, ça m'a amené à d'autres perspectives. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut acheter ta grande surface que tu vas rediviser, reagencer et exploiter en colocation. Mais tu mets des petites colocations. Tu ne mets pas tes 4 colocataires. Tu peux faire de la courte durée, mais tu n'as pas la copropriété, tu es chez toi. Donc, en cumulant cette expérience où j'avais un peu touché à tout, mine de rien, ça m'a. En réfléchissant, tu vois, je me suis dit, putain, mais tu as tous les effets et si tu fais ta stratégie, tu lèves tous les inconvénients qui te posent problème. Donc maintenant, avec le recul et cette expérience-là, la seule stratégie que je fais et que les personnes qui viennent me voir, parce que du coup, il y a une chaîne YouTube, j'en ai fait aussi un petit programme d'accompagnement, ils viennent me voir pour cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'on va acheter des immeubles et même des maisons, parce qu'en réalité, les immeubles, c'est difficile à les trouver dans les localisations qui nous intéressent. On est plus à la campagne. Et là, pour faire des colocs et pour faire des petites courtes durées, l'immeuble, c'est très cher. Par contre, la maison, il y en a partout, en fait. Des maisons, tu les trouves facilement. Tu peux les négocier. Et donc, en remettant la stratégie de la division, on réagence, on recrée des petits lots, des T2, des T3, c'est-à-dire 3 chambres, 2 chambres, qui sont exploitables. Je me permets juste de te couper, juste pour que ça soit bien clair pour tout le monde, pour ceux qui nous écoutent. Là, tu vas acheter une maison finalement qui a forcément un terrain en plus, comme tu disais, où il y a une grange derrière, ou c'est vraiment juste une maison que tu vas diviser derrière en plusieurs T2 par exemple? Alors, dans la grande majeure partie des cas, il me faut un terrain, pas forcément une grange, mais il me faut un terrain parce que dans les villes où on va, il faut que, il y a des règles d'urbanisme, notamment des places de parking à respecter et ça, on l'utilise avec le terrain. En fait, il n'y a pas besoin de grange. Après, il peut y avoir le cas où simplement on est dans un immeuble ou d'une maison, dans une ville où il n'y a pas de contrainte d'urbanisme de la place de parking. Et à ce moment-là, on peut simplement diviser un appartement, on rajoute un lot. Et s'il n'y a pas la contrainte de la place de parking, on n'a pas besoin du terrain. Mais dans la grande majorité des cas, le terrain de la maison est utilisé pour, si tu veux, faire des places de parking. Ok, c'était vraiment un point qui me semblait important justement à préciser. C'était dans quel but justement tu voulais une maison avec du terrain. C'est pour justement, au cas où l'urbanisme demande ces places de parking-là, tu sais que toi, tu as le terrain directement pour créer les places de parking et créer par exemple 3 places de parking si au sein de la maison, tu as créé 3 T2 en fait. Exactement, exactement. Et donc voilà, maintenant, pour répondre à ta question, je ne fais plus que cette stratégie-là. Je suis en train de revendre mes premières colocs qui sont rentables, mais qui au final rapportent 300 € de cash flow pour le travail que ça se passe. Je préfère revendre, baisser mon encours, récupérer de la trésor, récupérer de l'encours bancaire, baisser la taux d'endettement pour repartir sur d'autres projets plus rentables. Avec cette stratégie-là, plus rentable, notamment parce que du coup, le cash flow, il est bien plus élevé et surtout moins risqué parce que si c'est pas comme avoir un appartement en courte durée où s'il arrive Covid et qu'on n'a pas d'autre stratégie que de faire de la courte durée pour être rentable. Du coup, ça se casse la tête si on veut manger avec cet argent. Voilà, donc du coup, moi aujourd'hui, je fais ça. Ça marche relativement bien et c'est top. Du coup, ça maximise le cash flow et ça diversifie les risques. Voilà. Après, c'est des stratégies qui ne sont pas applicables dans toutes les villes. Donc, des fois, il faut aller un petit peu plus loin que là où on habite. Mais avec la bonne méthode, on y arrive. Et effectivement, ce n'est pas nous qu'on le gère. Nous, on gère à distance derrière l'ordinateur tout ce qu'on peut faire.
et sur place, quelqu'un nous représente. Donc, il n'y a que pendant quelques mois, effectivement, où il faut aller sur place, suivre le chantier, etc. Mais à mon sens, le jeu en vaut la chandelle quand derrière, on récupère du gros cash flow. Tu parlais tout à l'heure que pendant un moment, tu es passé en SCI, mais comme tu dis, dans ces cas-là, c'est dans une société. Donc finalement, si on sort l'argent pour l'utiliser, comme tu disais, pour manger ou pour vivre, bah, on va encore se faire taxer, soit on se la verse sous forme de dividendes, et encore si elle est en déficit, on ne pourrait pas forcément, ou alors sous forme de salaire. Sur cette stratégie-là, là, que tu conseillais, que finalement tu recommandes maintenant, sous quelle forme de statut finalement, si on rentre un petit peu plus dans les détails fiscaux, sous quelle forme de statut tu le fais ou tu conseilles de le faire? Est-ce que tu pars plus sur une SCI, du coup, une SCI peut-être à l'IR ou un statut LMP, LMNP? Alors, SCI à l'IR, non, parce que du coup, la stratégie que là, je t'explique, est la courte durée, la coloc et tout, on est en meublé. Donc, on ne pourrait pas faire de SCI à l'IR. Après, cet investissement sur cette forme-là, idem qu'une grosse colocation ou idem qu'une courte durée, c'est applicable selon les deux principales stratégies qui existent, c'est-à-dire en nom propre et en SCI à l'IS. Les deux sont applicables. Le but du jeu, c'est que chacun comprenne vraiment les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies. Et en fonction de la situation de chacun, on aura tous des intérêts différents. Donc, je ne pourrais pas trop te dire… ce que je peux te dire, c'est moi personnellement ce que j'ai fait, c'est d'utiliser les deux en fait, d'utiliser les deux en nom propre. Donc là aujourd'hui, vu que j'ai pas d'autres sources de revenus de salariés, je suis loueur meublé professionnel et j'ai d'autres investissements dans ma SCI. Et du coup, ça me permet, je ne sors pas l'argent qui est généré de par les SCI, puisque j'ai du cash qui arrive net sur mon compte grâce au statut de loueur meublé professionnel. Je mange, je fais le marché, je fais les courses avec le cash flow qui est généré. Et ensuite, il y a un jeu de société parce que moi, je fais tout ça pas pour l'immobilier, je l'ai dit, mais plus pour l'indépendance, la liberté financière. À un moment donné, on est obligé d'utiliser les sociétés. De la SCI, elle vient et du coup, à côté de ça, j'ai une autre SAS dans laquelle je fais de l'accompagnement, de la formation. Là, il y a un jeu de société qui se met en place. Le cash flow, je ne le sors pas parce que j'ai du cash flow pour manger. Et par contre, on peut se faire plaisir un petit peu. Pas de plaisir, mais on peut vivre. En plus, quand les biens ils sont répartis à plusieurs endroits, donc on peut justifier des voitures, on peut justifier des frais, on peut justifier des déplacements, on peut justifier des voyages. Voilà, on peut justifier de beaucoup de choses sur les charges des autres structures, en fait. Et du coup, je ne sors pas le cash flow des structures commerciales. Même mon activité d'accompagnateur ou de formateur, à ce jour, je ne verse pas de salaire, en fait, étant donné que je n'en ai pas besoin, vu que j'ai du cash flow qui rentre de l'autre côté. Je trouve hyper intéressant ce que tu disais sur le côté LMP, parce que tu as fait le choix, et je suis exactement dans la même situation que toi, d'avoir pris le statut LMP. Sur Internet, parce que tu es aussi également sur Internet justement pour tes accompagnements, tes promotions de formation, etc. On a entendu sur ces 12 derniers mois, je pense, tout et son contraire sur le LMP. C'est une question que j'ai posée à tous les derniers investisseurs que j'ai eu là en interview. Qu'est-ce que tu penses concrètement, toi, de ce statut-là et quels sont les avantages un petit peu que tu vois à ce statut-là? Ben, le principal avantage pour moi, étant donné que je n'ai pas d'autre salaire, c'est d'avoir une sécurité sociale. Ça, c'est clairement un avantage non négligeable. Après, il faut le prendre avec précaution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis donc en déficit, c'est-à-dire que le résultat comptable de mon activité de loueur meublé professionnel est déficitaire. Donc, ça me coûte un minimum de 1 200 euros, là, cette année, 1 200 euros. Ce cap, il ne devrait pas bouger. On ne parle pas de le faire évoluer. Donc, tant qu'on est en résultat comptable négatif et qu'on crée du déficit de par les amortissements du bien ou des travaux et des charges, on a 1 200 euros pour avoir une sécurité sociale et ça coûte moins cher que tout ce qu'on peut trouver ailleurs, en fait. Comme autre statut. De ce point de vue, moi, ça ne me pose pas du tout de problème. Après, c'est clair que c'est un jeu qu'il faut prendre avec des pincettes parce que à partir du moment où on arrive dans un résultat comptable positif, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans un résultat comptable positif, c'est-à-dire que l'activité de loueur meublé professionnel a fait des bénéfices à la fin de l'année, alors on est assujetti effectivement à des cotisations, des charges sociales qui sont de l'ordre de 45%.
sur du coup les revenus annuels. Donc là, la situation elle est un peu différente. Néanmoins, quand moi j'avais fait le calcul et je m'étais projeté, bon, effectivement, on pouvait perdre 3 mois de bénéfices en fait pour avoir accès au même niveau de prestation de la sécurité sociale générale. Voilà. Après, si je perds 3 mois, effectivement, j'aurai plus mon cash flow va se sentir fortement impacté. Donc, je serai plus à 3 000 ou à 4 000 avec la courte durée. Je serai peut-être à 2 000. À ce jour, si je ne continue pas à réinvestir, ça fait mal, c'est clair. Mais bon, pour avoir une sécurité sociale, on reste en France, etc. Et on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Après, il y a d'autres stratégies qui existent. C'est continuer à investir, recréer du déficit. Et donc, du coup, on continue à rester au forfait minimum. Mais bon, c'est quand même un sport que de continuer de rester tout le temps en déficit. Ou alors, on paye ses 45%. Ou alors, autre stratégie que moi j'ai en tête, et je l'ai vu là sur les biens que je revends, c'est que moi, je fais tout ça pour l'indépendance financière, la liberté financière. La revente, c'est un moment qui est génial. Là, quand on revend, que le marché il est haut, on revend à des prix phénoménaux, ce qui permet de récupérer du cash. Et donc, potentiellement, je peux réutiliser une partie de ce cash pour racheter autre chose, de façon à rester quelque part. Si je veux, je peux très bien rester loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire au-dessous des 23 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, je peux faire ce calcul et cette transition-là. Par contre, si je n'ai pas de crédit ou peu de crédit, les 23 000 euros que j'encaisse, ça pourrait être du net, quelque part. Peine du net, sans le crédit. Après, il y aurait les charges, etc. Mais tu vois, il y a une autre stratégie où tu te dis aussi, bon, je me mets à 23 000 euros, je prends tout ça, c'est sans crédit parce que j'ai fait plusieurs opérations d'achat-revente. Et je reste avec ce statut-là de loueur meublé non professionnel. Okay. Et pas bête. Donc, il y a plein d'options en fait. Donc, au statut de loueur meublé professionnel, moi, ça ne me fait pas peur, j'y suis. Et déjà, c'est très complexe comme ça se passe parce que ce n'est pas automatique, il faut se déclarer, voilà, faire les bonnes démarches. Si on attend qu'ils viennent, on peut les attendre longtemps. À ce jour, peut-être que l'année prochaine, ça va changer. Mais voilà, ça fait partie du parcours de l'investisseur. Les règles de l'investisseur, c'est de toujours avoir de la trésorerie de dispo, de toujours anticiper. Et c'est pas, en fait, voilà, l'immobilier, peu importe le statut qu'on utilise, on ne peut pas dire que c'est des revenus 100% passifs, qu'on les a fait une fois et que ça marche et qu'on n'a plus rien à faire et qu'on est tranquille jusqu'à la retraite. C'est un sport, c'est des cycles. Le cycle de l'imposition, il évolue. À un moment donné, on devient imposable. Il faut équilibrer, ajuster. La sécurité sociale, c'est pareil. À un moment donné, on doit payer des charges. Il faut équilibrer, ajuster, revendre. Voilà, ça fait partie du deal. Tu parlais notamment d'achat-revente et c'est intéressant parce qu'on est vraiment exactement dans la même situation parce que je suis en train de revendre des biens aussi étant LMP. Je pense qu'il y a un avantage qui est hyper intéressant plus en LMP que j'aime bien repréciser à chaque fois, c'est qu'au bout de 5 ans, on est quand même exonéré en grande partie de la plus-value. C'est quand même un sacré avantage pour le LMP à l'heure actuelle. Et surtout, pour clarifier, c'est 5 ans pour les auditeurs, c'est 5 ans à partir du moment où tu es déclaré LMP. C'est-à-dire que si tu achètes un bien que tu es LMP depuis 4 ans, tu le gardes une année, tu le revends, tu es exonéré de plus-value. Oui, complètement. C'est un avantage qui est juste énorme. Surtout quand on voit là à l'heure actuelle combien on perd finalement sur une énorme plus-value de 80-90 000 euros comme on peut en faire en ce moment vis-à-vis des impôts avec le LMNP. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était sur les conditions bancaires qu'on a beaucoup abordé avec d'autres investisseurs aussi. On sait que ça se resserre de plus en plus. Vu qu'on est exactement plus ou moins dans la même situation, même si j'ai un peu moins d'encours que toi, comment tu vois les choses, toi, à l'heure actuelle? Est-ce que tu es en ce moment sur d'autres projets, tu vas chercher d'autres crédits et tu sens que ça se resserre? Ou est-ce que tu te dis que finalement les règles ont juste un petit peu changé et tant qu'on présente un dossier professionnel et qu'on a un véritable partenariat avec sa banque, ça continue de fonctionner? C'est quoi un petit peu ta vision des choses sur les partenariats avec les banques, justement? Alors, moi, personnellement, 2019, je n'ai pas investi en fait parce que du coup, j'arrive à mes 2 millions d'encours, je n'ai plus de CDI
j'ai une société que j'ai créée en 2020, en fait. Donc, ça c'est compliqué à la base, même dans un contexte plus favorable. Donc, ma stratégie, c'était de 2020 de ne pas investir. J'ai voulu arbitrer, revendre les biens les moins rentables. 2021, tu vois, j'ai fait l'Épinel en 2014. Donc, 2020, j'ai fini le contrat. Je peux les revendre en 2021. Donc, je vais m'alléger de ça. Et une fois que ça sera fait, alors j'aurai déjà un peu plus de recul sur des bilans de la société que j'utilise aujourd'hui pour la formation. À ce moment-là, moi, je vais. Enfin, ça, c'était ma stratégie. Là, j'arbitre. Après, je sais que là, c'est pratiquement impossible. 2 millions d'encours, pas de CDI, même s'il y a de l'épargne, il y a du cash. C'est quand même très, très complexe. Et honnêtement, je n'ai même pas voulu mettre le focus là-dessus étant donné que j'avais fait beaucoup d'investissements durant les 4-5 dernières années, c'était frais. Je préférais rembourser, continuer à bénéficier du différé parce qu'il y a plein de différés que je continue à bénéficier. Et donc, je n'ai même pas encore commencé l'amortissement réel. Donc, mon dossier, déjà, il commençait à être très, très compliqué. Donc, moi, j'ai dit 2019, niet. Avant qu'il y ait le premier confinement, ce n'était pas du tout ma stratégie. Après, il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées durant cette année et qui ont eu en fait leur financement, qui ont eu le financement au mois de juin, qui ont eu le financement au mois de septembre, qui ont eu le financement encore au mois de novembre 2020. Alors, du coup, pour moi, la façon dont j'interprète les choses, c'est que c'est clairement beaucoup plus difficile parce qu'il y a aussi des personnes que j'accompagne qui, malgré qu'on choisisse les bonnes banques, on importe les bons projets, on présente les choses de la bonne façon, bah, c'est quand même plus complexe. C'est clair, on ne va pas se le cacher. Mais ça passe. J'ai une personne qui travaille dans un bar et du coup qui a été fortement impacté par la crise parce que s'est retrouvé au chômage partiel. Elle a mis, donc la banque lui a demandé, son banquier avait dit au début, oui, aucun souci, vous l'aurez, avant qu'il y ait la crise, quand il était du coup à temps plein. Du coup, il fait confiance, bien qu'on j'ai dit insiste quand même, mais pas tous tes œufs. Donc son banquier, au final, la crise, chômage partiel, il lui dit non, désolé, je peux plus. Heureusement, il avait anticipé d'autres banques chez qui il n'était pas client. Bon, il y en a beaucoup qui ont dit non. Et il y en a une qui lui a dit oui, on peut faire quelque chose, mais il va falloir mettre de l'apport. Donc, il a dû financer les frais de notaire. Et il a eu. Et ça date d'il y a quelques jours. Donc, voilà. Donc, pour moi, ma compréhension, c'est clairement, en ce moment, c'est un peu complexe, de par la crise sanitaire, de par les restrictions bancaires, taux d'endettement, etc. Mais le crédit bancaire est au cœur de l'économie française. Les investisseurs, ils lèvent des millions d'euros chaque année. Il est inconcevable que les banques continuent à fermer les portes. Peut-être qu'il y aura plus de restrictions sur le taux d'endettement, mais il y a d'autres aspects à négocier. Il y a toujours des passe-droits, en fait. Il y a toujours des conditions et des côtés, des aléas qui sont faits pour d'autres personnes. Donc, ce qui veut dire que pour moi, les dossiers les mieux préparés, les meilleurs projets auront beaucoup plus de chances de se faire financer. C'est-à-dire qu'un investisseur qui avait une situation déjà fébrile, ça sera compliqué. Un investisseur qui a mené un projet d'un appartement qui s'autofinance ou qui génère 200 euros de cash flow et qui mise que sur la courte durée et qu'il achète juste au prix du marché, ça va être compliqué parce que le banquier, il veut des personnes de confiance, des professionnels, il va donner au meilleur dossier. Donc, il veut un plan B, un plan C. Donc, si ça ne marche pas en longue durée ou si ça ne marche pas en coloc, je peux le mettre en longue durée, je suis rentable. Je peux le revendre, je récupère tant de plus-value parce que je suis au-dessous du prix du marché, mais bien plus au-dessous du prix du marché. Que peut-être c'est un peu de patrimoine, qu'on n'est pas perdu dans un quartier pourri, que tu vois, si tu le rassures et que tu apportes vraiment de la valeur, alors tu auras le meilleur dossier avec du coup un très bon projet. Et c'est toujours pareil, tu le présentes aux bonnes banques et pas à la banque qui est centralisée, etc.
alors tu auras plus de chances d'y arriver et ils seront quand même obligés d'ouvrir les vannes, d'accorder des crédits, même si effectivement, ça sera plus difficile. Ouais. Et encore une fois, il n'y a pas que le taux d'endettement, il y a comment on appelle ça, pas des restrictions, mais l'opposé, des ouvertures, des possibilités qu'il est possible de négocier. Et ça sera une négociation. Donc peut-être qu'il y aura d'autres conditions, comme peut-être un peu d'apport. Peut-être qu'effectivement, avant, c'était l'open bar, on ne va pas se le cacher. C'est clair que c'était très facile. Moi, je rentrais dans les banques parce que j'arrivais de ma grosse structure aéronautique de Toulouse. Je repartais, j'avais les poches pleines. C'était trop facile. Mais limite, c'était dangereux parce que beaucoup de personnes en ont abusé sur des projets pas forcément rentables, sans avoir de trésorerie de sécurité. Et voilà, et l'immobilier, même si on a beau mettre les bonnes provisions là où il faut, quand il arrive un dégât des eaux, ben, il faut bien faire les travaux, quoi. En attendant d'être remboursé par l'assurance, il faut quand même sortir la trésorerie, quoi. Donc voilà, c'est clair qu'il y a eu des abus, notamment à travers beaucoup de formateurs sur Internet dont je fais partie. Après, il faut faire les choses correctement. Et quand on voit un paiement en 12 fois, parce que censément la personne n'a pas la trésorerie pour acheter en une seule fois la formation, c'est que le problème, il est ailleurs. C'est que si tu n'as pas la trésorerie, tu devrais d'abord te faire ta trésorerie avant de payer en 12 fois, quoi. Mais après, c'est l'éthique de chacun, on va dire. Ouais, complètement. C'est clairement l'éthique de chacun et c'est des sujets qu'on a beaucoup abordés aussi avec les autres personnes que j'ai pu interviewer. Comme tu disais là sur les conditions bancaires, ça a pas mal changé, notamment tu disais des clients qui ont été impactés par la crise sanitaire. J'aime bien poser cette question sur ce qui se passe à l'heure actuelle et avoir l'avis un petit peu. Et l'idée, comme je le dis toujours, c'est de pas être Madame Irma et de faire sa projection sur 2021-2022, parce que je pense qu'aucun d'entre nous est Madame Irma, mais simplement de donner son avis sur ce que tu penses du marché immobilier en France sur l'année prochaine et dans les 2 ans qui viennent, à cause ou grâce à, ça dépend comment on voit les choses, vis-à-vis de la crise sanitaire. Comment ça va se passer? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une chute du marché? Est-ce que tu penses que les modes d'exploitation vont changer? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, alors du coup, je répondrai en deux temps. Au premier confinement, en fait, je faisais une vidéo sur YouTube en répondant exactement à cette question, quelle va être l'évolution du marché? Et du coup, j'avais fait 3 scénarios, les prix se baissent, les prix augmentent et les prix restent où ils sont. Quand j'avais dit que les prix allaient augmenter, je m'étais fait dans les commentaires, tout le monde se foutait de moi en fait. Parce que personne ne voyait pourquoi est-ce que les prix allaient augmenter. Résultat, post-confinement, ce que moi j'ai vu, et de par les membres que j'accompagne aussi, c'est que le marché s'est vraiment tendu en fait. Le marché s'est vraiment tendu parce que tout le monde était bloqué à la maison. Euh, on a vite senti, les investisseurs, que ouais, ça va être la pseudo bonne affaire parce qu'il va y avoir des personnes en difficulté et elles vont devoir vendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes sont, entre guillemets, descendues dans la rue, faire des recherches, faire des offres. Et en réalité, malheureusement, il n'y a pas eu l'effet qui se coule des personnes qui ont eu les problèmes qu'on avait pensé, en fait, parce que le gouvernement, les banques ont donné des conditions d'allègement pour rembourser les crédits sur des conditions plus favorables que ce qui avait été initialement contractualisé. Donc, pendant l'été ou juste avant l'été, post-premier confinement, le marché, je ne peux pas dire que les prix ont augmenté parce que ça prend un certain temps pour voir la hausse des prix réels. Par contre, c'était super tendu. On faisait une offre, il n'y avait rien qui était négociable parce que derrière, il y avait 10 clients. C'était super, super tendu. Après, du coup, il n'y a pas eu l'effet qui se coule de dire il y a des locataires qui ne vont pas payer, il y a des locaux commerciaux qui vont être en vente parce qu'il n'y a plus de clients. Voilà, parce qu'il y avait des solutions étatiques. Aujourd'hui, ces solutions étatiques, elles existent encore, mais ça commence à finir. Il va falloir rembourser les prêts, etc. Aujourd'hui, la situation est différente, notamment parce qu'il n'y a plus ces conditions favorables. Il n'y en a plus de nouvelles, en tout cas. Il y a de plus en plus de commerces qui sont vraiment maintenant impactés, alors que durant le post-confinement, même si effectivement c'était difficile, il y avait peut-être un peu de trésorerie de sécurité et les mesures favorables. Aujourd'hui, la situation, ne serait-ce que pour les locaux commerciaux qui sont en ville, est très compliquée. Très, très compliquée. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, je pense, vont mal finir et qu'à cause de cette crise, c'est un
il va y avoir des faillites à la chaîne. De là à dire qu'il va y avoir des locataires qui vont avoir des impayés, je ne sais pas, mais potentiellement, s'il y a des faillites, il y aura des licenciements, il y aura des ruptures économiques, des chômeurs en plus. Jusque-là, c'est logique. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que je pense que dans la période 2015-2019, 2020, allez, 2015-2020, il y avait vraiment une bulle. Il y avait vraiment une bulle. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé 2016, c'était facile en fait. Acheter une grosse coloc à Toulouse ou à Marseille, c'était facile. Aujourd'hui, 2018, 2019, 2020, c'était impossible. Les prix, ils ont explosé. Donc, on est vraiment au sommet. Et c'est pour ça que je revends mes colocs maintenant, parce que je pense que on est au haut du marché, en fait. Déjà, par rapport à l'historique. Maintenant, par rapport à la situation sanitaire, ouais, il va y avoir, je pense, de plus en plus de personnes qui vont être dans la panade et qu'on n'a pas encore vu toutes les conséquences de cette crise sanitaire. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y aura plus de biens en vente? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y aura des dossiers bancaires refusés, donc moins de demandes. Moins de demandes, ça veut dire que du coup, le pouvoir de négociation, il n'est plus chez le vendeur. Il va être sur l'acheteur qui aura le meilleur dossier et donc il pourra négocier plus facilement. Donc, les choses vont commencer à s'inverser et je pense que je sais pas si les prix vont baisser, mais je suis sûr que de par les restrictions, les meilleurs dossiers, j'ai un client aujourd'hui qui a un très bon dossier. Et on est en train de faire comprendre au vendeur, en fait, qu'il a tout intérêt à travailler avec nous. Et on commence à pouvoir négocier dans une ville dans laquelle on ne pouvait pas, parce que ce client-là, il a eu deux refus de prêt. Ce vendeur-là, il a eu 2 refus de prêt. Nous, aujourd'hui, on achète moins cher, mais il veut travailler avec nous parce que mon client a une très, très bonne situation. Et le dossier est très bien présenté. Donc, tout ça pour dire que je ne peux pas dire que les prix vont baisser, mais je pense qu'on est au sommet qu'il y a eu une petite bulle et que ça va se calmer et qu'il y aura moins d'acheteurs parce qu'il y aura moins de dossiers finançables. Donc, la pression va s'inverser. Je le verrai comme ça. Et je pense que c'est vraiment la tendance qui est en train de se dégager. Et moi, je le vois de plus en plus en étant plein sur des achats. On commence à avoir des situations vraiment comme tu viens de l'expliquer, pour en avoir eu pas mal la semaine dernière, de vendeurs qui remettent en vente à nouveau un bien parce qu'ils ont déjà eu 1 ou 2 refus de prêt d'acheteurs et qu'ils avaient déjà conclu. Et finalement, nous, quand on se présente en tant que quasi professionnel, finalement, avec des dossiers très bien présentés, des accords de la banque, même si ça reste des accords de principe, mais ça pèse mine de rien dans le dossier, ça permet de négocier beaucoup mieux et de valider finalement les achats clairement. Donc, du coup, on peut plus négocier. Et c'est pour nous, investisseurs formés et professionnels quelque part, c'est les meilleures périodes. C'est les meilleures périodes parce qu'on arrive vraiment à faire la différence, alors qu'avant, on était un peu dans le tout et n'importe quoi. Moi, je n'ai pas acheté en 2020, comme je viens de le dire, mais dans tous les cas, je pense que je n'aurais pas acheté parce que même si j'avais été finançable, le marché il était tellement tendu, c'était impossible de négocier quoi que ce soit. Il y a des mecs qui faisaient des offres à l'appel, après ils allaient galérer pendant 3 mois pour avoir un financement. Ils l'avaient pas parce qu'ils ne savaient pas comment le faire, ou ils n'avaient pas la situation propre. Du coup, les vendeurs, ils pensaient que c'est bon, j'ai 10 clients, pourquoi je vais te parler à toi donc, c'était impossible. Je pense que ça a été très dur à faire de très bonnes affaires récemment. On peut toujours acheter, mais des bonnes affaires, entre acheter un truc et acheter une bonne affaire, ce n'est pas la même chose. Et là, c'était du n'importe quoi. Je te remercie beaucoup, Julien, pour ton honnêteté et toute ta transparence sur ce que tu as partagé là sur cette dernière demi-heure. J'aime bien terminer par une question très simple qui, moi, me tient vraiment à cœur. Je me dis maintenant, même si j'ai 30 ans, tu as 35 ans aussi, je me dis si on avait démarré l'immobilier à 20 ans, je ne sais pas où on en serait à l'heure actuelle, mais on aurait un sacré patrimoine encore un peu plus gros que ce qu'on a à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu conseillerais s'il y avait un jeune de 20 ans justement qui nous écoutait? Qu'est-ce que tu lui conseillerais à l'heure actuelle en rapport avec l'immobilier justement? La base, le classique, c'est de ne pas acheter n'importe quoi et de se former, on va dire. Plus opérationnellement, c'est de toujours être ceinture et bretelles, c'est-à-dire de ne pas prendre de risques, de mettre des provisions là où il faut,
le cash flow, il ne suffit pas de lever la taxe foncière et de mettre les charges de copropriété. Voilà, pour avoir le cash flow net, il faut faire des provisions et calculer des risques et calculer des dégâts et calculer de la vacance parce que c'est la réalité. Donc, de faire les choses dans les règles des calculs et pas se mentir et prendre le temps de tout bien calculer. Donc, première chose, c'est vraiment faire des calculs réels et approfondis et mettre les bonnes provisions pour l'année d'exploitation complète, incluant les travaux, les rotations, la vacance. Voilà. Donc, tout ça, on le considère parce que ça se passe dans les faits. Deuxième chose, c'est de ne pas se précipiter. Parce que même si on a beau être formé, qu'on a vu X vidéos ou fait 3 formations, on n'a qu'une envie, c'est aller dans la rue et négocier et se constituer le cash flow. C'est moi, la première chose que j'ai fait, c'était d'enchaîner les biens. Allez, 2 colocs, 2 LCD. Et ça, avec du recul, je pense que c'est une erreur. Qu'il vaut mieux prendre le temps de faire un bon investissement, même si on perd 2 ou 3 mois dans la recherche. Mais il faut déjà être sûr de sa stratégie, connaître la ville, connaître les prix, connaître les rues, les quartiers, les prix des loyers, les prix d'achat en mètre carré. Tout doit être par cœur automatique de façon à ne pas se poser 36 000 questions, être sûr qu'il y a de la demande locative. Donc voilà, vraiment ne pas négliger la phase d'étude de marché et pas se presser. Et pas se presser. Après, c'est pas acheter tout n'importe quoi pour dire c'est bon, j'ai acheté, j'ai généré 300 euros de cash flow, parce qu'au final, c'est des problèmes. Et pas qu'on regrette, mais quand on fait des calculs et on voit ce que ça dégage, ben, il ne faut pas le faire pour rien. Donc, pas de précipitation et mettre les bonnes provisions là où il faut pour atteindre l'objectif qu'ils ont défini en début. Et donc, définissez un objectif aussi parce que au début, on se dit, bon, je veux 300 euros de cash flow, mais ce n'est pas un objectif. Parce que, par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, ils me disent, je veux le maximum de cash flow. OK, mais ça ne veut rien dire parce que le maximum de cash flow, est-ce que tu es prêt à faire 400 km pour aller dans une ville qui est moins chère par rapport de là où tu es? Est-ce que tu es prêt à faire 4 divisions? Est-ce que tu es prêt à gérer les biens toi en direct? Là, tu vas avoir le maximum de cash flow. Mais donc, le cash flow, le maximum par rapport à tes contraintes à toi. Donc, définis ton objectif, définis ta stratégie et ensuite, attends de trouver le bien qui te permette d'arriver en net avec les bonnes provisions à cet objectif-là. Et de cette manière, c'est comme ça qu'on atteint des résultats en fait, et qu'on dort tranquillement et qu'on peut profiter de la vie sereinement parce qu'on ne fait pas ça non plus pour se créer des problèmes ou être en galère de locataires, d'impayés ou de travaux mal faits ou de trésorerie trop petite parce qu'on a mal provisionné la chose. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette conclusion. Encore merci pour cette interview et j'ai vraiment apprécié que tu aies partagé en toute transparence que l'immobilier, c'est pas que tout beau tout rose et qu'il y a aussi des inconvénients. Je pense que c'est bien de le mentionner de temps en temps. Et on te souhaite une excellente continuation pour la suite. Merci, Julien. Un grand plaisir, Benjamin. Bonne continuation.